Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Le tout dernier BDS de la semaine pour préparer le tout dernier match de Ligue 1 de l'année 2024. Le tout dernier match de 2024, ce sera les 32e de finale de Coupe de France dimanche prochain, en après-midi également, avec un fameux retour du côté de Geoffroy Guichard. Pour l'instant, on va préparer OM Lille. Demain après-midi, l'équipe du BDS est en place. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. Alors Lille, concurrent direct de l'Olympique de Marseille. Lille qui cartonne cette année en Ligue des Champions. Et surtout Lille qui talonne l'OM au niveau comptable. Lille qui est une des grosses cylindrées du championnat de France de Ligue 1. Lille qui est déjà qualifiée pour les playoffs de la Ligue des Champions. Voilà. Lille qui est un concurrent très sérieux. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les Marseillais et les Lillois. Nous, on mise un petit peu aussi sur une fatigue légitime suite au match de Ligue des Champions. Mais on en a parlé hier avec Jaco et Steph. Le fait d'avoir gagné dans ces conditions-là, dans un match qu'ils avaient facilité en menant 2-0, puis qu'ils se sont compliqués en voyant revenir les Autrichiens à 2 partout, ça va peut-être leur donner un peu d'aile, parce que cette semaine, ils auront la même récupération que l'Olympique de Marseille, puisqu'il n'y a pas de match avant la Coupe de France le week-end prochain. Donc attention, méfiance, même si l'OM est sur une très très bonne dynamique, il va falloir confirmer le très bon résultat que les Marseillais avaient réussi à obtenir face à Monaco, et confirmer donc que le Vélodrome redevient une forteresse marseillaise. David, Zegrova, Meunier, Chevalier, c'est un bel effectif quand même. Hein. Cabella, effectivement. En plus, ce sont des joueurs qui ont l'habitude, certaines, de jouer ensemble, qui ont créé des automatismes. Alors, dans ce genre de match, j'ai tendance à dire que tu les connais, tu sais de quoi ils sont capables, il faut s'occuper de nous. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour pouvoir contrer cette équipe? Et pour pouvoir les contrer, il faut avoir la même façon d'aborder le match que nous avons abordé contre Monaco. C'est-à-dire sans trembler, aller avec beaucoup d'intensité dès les premières minutes, dès les premières interventions. C'est toujours le plus important, montrer à l'adversaire que ce soir, ça sera difficile au Vélodrome, que ce qui se passait auparavant, c'était auparavant. Maintenant, le Vélodrome est redevenu une forteresse. Il faut leur prouver dès l'entrée. Parce que je pense que les adversaires de l'OM, jusqu'à présent, venaient avec un état d'esprit en se disant, ouais, maintenant, on peut y arriver, il y a beaucoup d'équipes qui sont arrivées à gagner au Vélodrome, donc on est capable de le faire. Non, dès les premières minutes, de l'intensité, et je pense qu'avec ça, on peut quand même essayer de combattre cette équipe-là. Il y avait une conf de presse cet après-midi, Valentin Rongier et Roberto De Zerbi. Petite question traditionnelle, un vendredi dans un avant-match. Qui sera dispo demain après-midi pour le groupe ? La grosse surprise, on l'a appris pendant la conf de presse, et je peux vous le confirmer parce que j'ai vu une partie de l'entraînement cet après-midi. Eli Wahi ne s'est pas entraîné, il a un problème physique, et Roberto De Zerbi a parlé d'incertitude. Je vois mal comment, quand tu ne peux pas t'entraîner, que tu as un pépin physique, je pense que c'est souvent une petite gêne musculaire. Pourquoi tu prendrais le risque de jouer alors qu'il ne reste que 2 matchs dans l'année civile, que tu as pour l'instant un Neil Maupay qui performe, que Jonathan Rowe a montré qu'il était capable aussi de rendre des services à ce poste-là. Donc malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, parce que Eli Wahi avait montré des choses intéressantes à Saint-Étienne, que pour moi, il devait être remplaçant demain, et il aurait sans doute été titulaire dimanche contre Saint-Étienne. Donc on n'en est pas encore là pour le match de Coupe de France. Mais bon, Eli Wahi n'est pas là. Ulysse Garcia n'est toujours pas là, toujours avec cette gêne au niveau du mollet. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que le jeune Alexis Koum s'est blessé aux ischios cette semaine, et qu'il sera absent plusieurs semaines. Donc on ne devrait pas le revoir d'ici 2025. Et la bonne nouvelle, c'est le retour de Paul Lirola au sein du groupe, tout comme Amin Harit fera partie du groupe demain. Ça a été confirmé par Roberto De Zerbi, qui ne s'est pas trop épanché sur le cas du milieu de terrain marocain. Je vous repose la question que je vous ai déjà posée cette semaine. Lille, c'est vrai que c'est pas la Saint-Étienne. Est-ce que vous voyez Roberto De Zerbi apporter beaucoup de correctifs par rapport à la semaine dernière ? Mais non, je ne vois pas pourquoi il en apporterait. Il y aura peut-être des retours en cours de match, mais il y a quand même un effectif qui a été intéressant, voire très intéressant. Je suis étonné, je suis abasourdi par le nombre de gens que j'entends sur le match de Saint-Étienne. J'ai l'impression que c'était un match cadeau, que c'était facile, on se l'est rendu facile.
Bien sûr que Saint-Etienne n'a pas les qualités de Lille, ça on le sait tous. Effectivement, ils avaient des blessés, des suspendus. Mais quand même, le stade était archi-comble, donc je pense que l'Olympique de Marseille a fait le match qu'il fallait faire. On se l'est rendu facile par une belle conservation de balles. Combien de fois on manquait des passes? Là, on les a pas ratées, nos passes. On a été juste, on a été propre. Donc ça peut-être, ça nous servira pour le match de Lille. Je te dis que l'Olympique de Marseille a franchi un cap. Voilà. Et a trouvé son 11. Il y a des joueurs qui sont maintenant titulaires. Il y en a qui sont des titulaires indiscutables, indéboulonnables. Et donc ça fait partie de la nouveauté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, beaucoup de gens nous ont un peu bassiné avec la défense en disant ouais, la défense. Les gars, on va comprendre que la défense, elle a énormément bougé, qu'il a essayé de changer tactiquement. Il y a des joueurs qui sont revenus à leur poste. Et je pense qu'on commence à avoir un équilibre. Donc, nous aussi, on commence à avoir des automatismes, notamment dans les deux centraux, Balerdi, Kondogbia. Pour rester sur ce que dit Jaco, au niveau des résultats de Lille, pour montrer que Lille est une très grosse équipe, la dernière défaite des Lillois, toute compétition confondue, remonte au 17 septembre. C'était sur le terrain du Sporting, avec un Gyökeres qui était en feu, et avec un match que les Lillois avaient joué, je crois, pendant plus d'une mi-temps en infériorité numérique. Si tu veux remonter à la dernière défaite en championnat, c'était le 13 septembre, et effet du hasard, c'était à Geoffroy Guichard contre Saint-Etienne. Alors, donc, Saint-Etienne est une équipe de pipe, comme peuvent dire certains, mais qui a quand même battu Lille, qui est aujourd'hui 4e de Ligue 1, à 3 points de l'Olympique de Marseille, qui est 2e, et qui a engrangé, excusez-moi du peu, 13 points sur 18 possibles en Ligue des Champions. Donc, qu'on me dise que Saint-Etienne n'est pas l'équipe des Verts de Michel Platini de l'époque, je veux bien. Après, il faut un peu de respect dans le milieu du football. La Ligue 1, franchement, hein, les amis, c'est un championnat difficile. Tu peux gagner et tu peux perdre contre n'importe qui. Oui, on n'en parle pas trop parce que cette année, l'OM est allé gagner 5-0 à Montpellier. L'OM est allé gagner 2-0 à Saint-Etienne. Est-ce qu'il faut rappeler que l'OM n'a pas battu Angers alors qu'ils étaient derniers au classement? Donc, ceux qui sont pas contents, alors je vais pas reprendre la phrase d'André Villas-Boas qui dit les pas contents, vous allez là-bas et nous les contents, on va dans notre vestiaire. Non, à un moment donné, il faut juste d'accord qu'on peut discuter de certains contenus, de certaines actions qui auraient pu être mieux terminées, de peut-être que l'OM aurait pu mener 2-0 avant de revenir au vestiaire. Mais qu'on arrête de dire ouais, contre une équipe comme celle-là, c'est pas suffisant, c'est pas ci, c'est pas là. Les pipes, là. Je pense que les gens ont la mémoire courte, pour certains, hein. Donc voilà, tu gagnes à Saint-Etienne, c'est très bien. Tu viens de gagner 3 fois d'affilée. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, tu es la meilleure équipe au ratio parce que tu as perdu contre Auxerre, mais tu avais gagné contre Nantes auparavant. Donc voilà, continue sur ton chemin, continue à développer le jeu qui est en train d'être mis en place par Roberto De Zerbi, et après on fera les comptes à la fin de la saison, et on verra contre qui on a perdu des points, contre qui on en a gagné. Tu parlais de lignes qui avaient bougé dernièrement avec les nouvelles idées de jeu de Roberto De Zerbi. On a vu un Adrien Rabiot qui s'est vu confier d'autres missions. Oui. Est-ce que justement tu vois Rabiot continuer dans ces missions-là, c'est-à-dire un peu plus haut sur le terrain, ou revenir sur plutôt des tâches défensives? Non, Adrien Rabiot devrait rester dans le même registre, obligatoirement. Il y a aussi Greenwood qui, lui, a eu quand même beaucoup plus de liberté. Ces joueurs-là, ils sont souvent aussi dans l'axe. Non, mais si Rabiot il repasse avec des tâches défensives, ça veut dire qu'il y en a un des deux autres qui sort. Non, mais exactement. Tu vas pas jouer à trois joueurs devant la... Il faut comprendre ce qui nous manquait. On le disait régulièrement à l'antenne avec Karim, c'était l'abandon de notre milieu du terrain. Nos défenseurs et nos milieux de terrain défensifs étaient trop proches un de l'autre. Ça arrive encore quelques fois, et malheureusement, on a dans le rond central, on est un petit peu orphelin. Par contre, Adrien Rabiot, le fait d'être un petit peu un électron libre avec Greenwood, ils arrivent à remplir ce secteur-là de jeu. Et donc, ça donne beaucoup plus de solutions. Il y a aussi cette possibilité, si tu veux, parce que quand De Zerbi fait ses fameuses relances dans l'horizontalité, où on cherche ce triangle, le triangle qui bouge comme ça, et il s'oriente souvent
souvent avec le quatrième, c'est-à-dire soit Rabiot, soit Greenwood, qui vient, qui redescend un peu, et ça donne une solution supplémentaire. Donc voilà ce qui a changé. Il y a aussi des changements importants, notamment quand on parlait de Quentin Merlin qui occupe un rôle très offensif, et de l'autre côté, un Luis Enrique qui, lui, il est offensif, mais aussi en position défensive, régulièrement. Et donc, il faut avoir beaucoup de coffres. Donc, cette équipe, elle a évolué. Elle a quand même changé énormément de choses. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'une prise de conscience du coach. Et je pense que là, aujourd'hui, tu as les meilleurs joueurs au meilleur poste. Lille qui joue la Coupe d'Europe, l'OM qui ne la joue pas. La question a été posée cet après-midi à Roberto De Zerbi. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans un sens comme dans un autre ? Elle a été posée aussi à Valentin Rongier, qui, je pense, a été plus clair dans les explications. Il est indépendamment du fait que ça donne du temps aux joueurs pour être un petit peu plus avec leurs proches, que ça permet de mieux récupérer et de mieux préparer le match d'après, ça ce sont les avantages. Après, bien entendu que n'importe quel joueur veut jouer la Coupe d'Europe, qui plus est la Ligue des Champions, mais une Coupe d'Europe, on l'a vu l'année dernière avec la campagne qui a mené l'Olympique de Marseille en demi-finale, c'était quand même, il y avait une dynamique alors que la saison était vraiment mal engagée avec la Ligue 1 qui s'est terminée comme on le sait par une 8e place, mais bon, t'as quand même joué en février contre le Shakhtar, ensuite tu as joué Villarreal, ensuite tu as joué Benfica, après tu joues l'Atalanta. Je veux dire que tes semaines elles sont chargées. Alors il y a des déplacements, il y a des mises au vert, des mises en place, mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas un fantasme. Les joueurs veulent jouer plus que s'entraîner. Il y a un moment de préparation, c'est bien de temps en temps d'avoir des semaines un petit peu calmes pour pouvoir remettre les choses à niveau et repartir sur une petite préparation plus tactique, technique que physique. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas pour l'OM. Quand on note la sortie du président Olivier Létang qui dit Lille va jouer son 25e match et l'OM va arriver à son 15e match, est-ce qu'à un moment donné, il faut lui apporter un paquet de mouchoirs ou une boîte ? C'est le but. Ce sont les Marseillais qui sont tristes de ne pas avoir joué 25 matchs. Mais alors, est-ce que ça... Moi, je ne suis pas persuadé que sur un match comme celui de demain, je ne le souhaite pas, mais je ne pense pas qu'on voit une différence physique énorme entre l'OM qui n'a pas joué depuis dimanche et Lille qui n'a pas joué depuis mercredi soir. C'est sûr que ils auraient pu mettre le match dimanche pour que les Lillois aient un petit peu plus de récupération. Donc là, pour le coup, ils ont moins de 72 heures parce qu'ils ont commencé leur match à 18h45 et ils l'ont fini aux alentours de 21h. Et là, ils vont le commencer à 17h et que c'est un déplacement. Mais franchement, sur le plan physique, Genesio a fait sa conf de presse aujourd'hui. Il a parlé du retour de Zegrova dans le groupe. Il a parlé du retour d'André Gomes qui n'était pas qualifié en Coupe d'Europe. Et il dit il n'y a aucun pépin physique pour le reste. Donc je vais avoir un effectif assez large à ma disposition. Donc il peut faire un peu de turnover. Mais aujourd'hui, je pense que les joueurs de foot sont programmés pour pouvoir jouer 3 matchs en une semaine. Ils peuvent le faire, quoi. L'OM justement... s'est imposé cette année face à des concurrents directs, face à Monaco, face à Lyon, face à Brest en tout début de saison, face à Nice, face à Lens. Tu parlais tout à l'heure de l'implication qui n'avait pas eu lieu seulement face au Paris Saint-Germain. Oui. Est-ce que c'est ça qu'il faut d'abord réussir demain après-midi ? Oui, d'abord ça, parce que... Quand tu as vu ce match, comme on a pu le voir contre Auxerre et Paris Saint-Germain, ces 2 matchs, on va dire, ces matchs pourris, ce qui a gêné le coach, ce qui nous a gêné à nous, c'est que c'était la totalité de l'effectif qui est passé à travers. Et ça, c'est quand même assez rare. De Zerbi était déçu et il était écœuré de la prestation de son équipe parce que c'est un monsieur qui est impliqué à 100 000% football, qui vit et qui mange le football 24 heures sur 24. Et quand tu es entraîneur de cette équipe-là, je peux te dire que je pense que dans le vestiaire, ça a dû gueuler. Quand tu es un perfectionniste comme ça, tu dis j'entraîne ces joueurs-là, ce que j'ai vu tout au long de la semaine pour voir ce que vous m'avez fait. Mais comment tu peux expliquer ça à ton entraîneur ?
C'est un naufrage complet. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience générale. Encore une fois, j'entends le stage, pas le stage, il faut arrêter, c'est pas le stage de la mort. Le stage a permis de pouvoir un petit peu discuter en off, de pouvoir un peu se rencontrer. Un peu plus de temps que Oui, j'entends les choses des gens qui disent « Ouais, mais là-bas, le commando, non, c'est connerie. » Je pense que l'Olympique de Marseille avait besoin de se parler, discuter, d'échanger, et ça a été le bon moment. Ça a été peut-être un des facteurs qui ont fait le changement de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense qu'aussi, il faut penser à l'apport de Valentin Rongier. C'est indéniable. Valentin Rongier, depuis qu'il est là, il apporte quand même beaucoup de sérénité au milieu. Donc, l'Olympique de Marseille est sur la bonne voie. Il y a eu des changements et des prises de conscience. Tu parlais de Zegrova qui serait de retour dans le groupe. On ne sait pas s'il sera aligné ça m'étonnerait. au coup d'envoi. Pour autant, c'est un des secteurs forts de l'effectif lillois. Est-ce que Quentin Merlin est justement le joueur idoine pour résister à la furia de Zegrova sur le côté droit? Il devra l'être. Même si je pense pas que Zegrova démarre le match parce qu'il avait quand même un problème à l'aine, donc en général tu prends pas trop de risques, tu n'as pas envie qu'il se pète, mais bon, s'il en a besoin il l'utilisera. Mais même si, allez, prenons l'exemple de Zegrova, après tu défends par rapport au client que tu as en face de toi. Quand tu sais que Zegrova est un joueur qui part de loin, qui porte beaucoup le ballon, qui est beaucoup dans la provocation en 1 contre 1, tu fais en sorte de défendre un petit peu différemment que si tu avais un joueur entre guillemets lambda. Après, moi, j'ai pas trop d'inquiétude, hein, même si, on le répète, Quentin Merlin est peut-être un moins bon défenseur dans la défense que Murillo. Il a quand même... il n'a pas 15 ans non plus, hein, donc je pense que ce sont des choses qui se préparent en vidéo, notamment, voilà, dans les mises en place, pour essayer de faire en sorte... Pour moi, même si c'est pas exactement le même type de joueur, j'espère que quand on est parti de l'entraînement, Quentin Merlin a pu faire peut-être des 1 contre 1 contre Mason Greenwood, pour voir un petit peu ce à quoi il peut s'attendre. Ouais, parce que voilà, c'est Zegrova, c'est encore Greenwood, c'est pire parce que Greenwood, il a pied gauche et pied droit, alors que Zegrova, il est plutôt pied droit et pied gauche exclusif, mais il a quand même la capacité, on le sait, de rentrer dans l'axe pour faire cette frappe enroulée, mais il a aussi la capacité de faire son crochet extérieur pour essayer de te mettre dans le vent et centrer. Donc non, mais j'ai pas trop d'inquiétude. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais bon, alors à ce rythme-là, je te dis, alors il faut vraiment se préparer aussi par rapport à Jonathan David dans la surface de réparation. C'est un joueur qui laisse passer peu de ballons. Il va falloir faire attention à tout le monde. Quand tu regardes Sahraoui sur le côté gauche, c'est un joueur très très intéressant qui n'a pas la stature et la réputation de Zegrova, mais qui est quand même très très intéressant. Donc voilà, il faudra être bien, il faudra être concentré, sérieux, appliqué, et essayer de prendre le jeu à ton compte, un petit peu comme tu l'avais fait contre Monaco, avec un état d'esprit irréprochable. C'est ce qui a fait la différence contre Monaco. J'espère que ça fera la différence contre Lille demain. Karim nous parlait de cette absence supposée d'Eli Wahi, en tout cas cette grosse incertitude. Pas de risque pour toi de voir une triplette différente de celle qu'on a eue en attaque face à Saint-Etienne, c'est-à-dire Neil Maupay, Mason Greenwood et Luis Enrique? Je pense que dans tous les cas de figure, il aurait commencé comme ça, même si Eli Wahi était en bonne forme. Tu peux pas donner des explications cohérentes à Neil Maupay en le faisant pas jouer, en titularisant Eli Wahi. Tu vois pas une surprise au coup d'envoi avec Jonathan Rowe qui serait préféré? Non. À la place de qui? C'est ça le truc. À la place de qui? Oui, tu peux pas mettre Rowe à la place de Neil Maupay, c'est pas possible. Tu peux pas mettre Rowe à la place de Mason Greenwood. C'est impossible, et tu peux pas le mettre à la place de Luis Enrique. C'est impossible. Donc non, c'est en plus ce 11-là, Neil Maupay, il a été quand même performant dans son attitude, dans son comportement, passeur décisif, l'implication. Et Marco, j'ai envie de te dire que sincèrement, il est devenu très 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 important. Et pour pouvoir lui piquer la place, ça va être dur. Il apporte ce que l'on a besoin, c'est-à-dire un pressing, beaucoup de ferveur, beaucoup de pression. Il se positionne régulièrement. On a toujours en tête le but de Luis Enrique grâce à Neil Maupay qui vient récupérer un ballon pourri entre les deux monégasques. Ces passes précises qu'il a faites contre Lens, la passe qu'il fait encore à Saint-Etienne. Donc aujourd'hui, tu le fais sortir, il va te dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu donnes des explications aux joueurs.
Si le gars il est pas en forme, tu dis écoute, repose-toi, je préfère essayer quelque chose d'autre. Là, non, c'est impossible qu'il y ait autre chose. Est-ce qu'elle a des faiblesses, cette équipe lilloise? Oui, elle prend beaucoup de buts, même si elle a sans doute l'un des 2 meilleurs gardiens du championnat avec Geronimo Rulli, avec Lucas Chevalier, mais elle prend quand même pas mal de buts. Ça fait plusieurs fois aussi qu'elle prend des buts dans le temps additionnel, donc est-ce qu'il n'y a pas des sautes de concentration dans cette équipe-là? Après, il y a beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain, mais ce sont plus des joueurs de devoir pour certains que des joueurs, des leaders techniques. Oui. Donc voilà, moi je me dis que ça peut être une des pistes à creuser. Après Lille, c'est costaud. Genesio, c'est un bon coach, franchement. Hein, je sais qu'il y a des gens qui sont restés à se moquer après son passage à Lyon parce que là-bas ils se moquaient de lui. Mais bon, jamais ils auraient dû se moquer de lui. Hein, il faut le respecter. C'est un très bon coach du championnat de France. Il avait fait des choses super avec Lyon. Il a fait des choses super avec Rennes aussi à l'époque. Et là, je trouve qu'avec Lille, c'est quand même très très important ce qu'il fait. Ça n'est pas comparable avec l'exploit qui est en train de réaliser Brest, parce que pour moi, Lille a un meilleur effectif. Et on le voit. Et on le voit parce que Lille est bien en Ligue des Champions, mais Lille est bien en Ligue 1 aussi. Et quand tu joues une compétition comme la Ligue des Champions, et que tu te retrouves, après 14 journées, dans le coup, en Ligue des Champions, dans le coup, en Ligue 1, ça veut dire que l'effectif a été construit de manière cohérente. Allez, on termine avec les pronostics. OM Lille, l'équipe du BDS. Jacques Alors, Bail. le pronostic que je vais dire et que je souhaite, que j'espère de tout cœur, je vais dire 2-1 pour l'Olympique de Marseille. 2-1 pour Jaco. Avec moi, un vous Karim savez, qui est tout sourire. Oui, mais moi, vous savez, ce qu'il va dire. Oui. Moi, vous savez ce que je vais pronostiquer. Il a deux trucs maintenant. C'est match nul et l'écharpe. Et voilà. C'est comme ça. Donc, je te le dis. Pour conjurer le mauvais sort. Donc, match nul. Il a l'écharpe demain. Match nul. Un but partout. Oui. Et l'écharpe de Michel Aliaga, voilà. Elle sera portée demain. C'est comme ça. Et voilà. Et le goût soda, il Exactement, bien sûr. Mais tu as raison. On espère effectivement que tous les détails comptent. Mais oui, tous les cas tout est important. Écoutez-moi, je respecte tout. En plus, je respecte nos auditeurs, nos internautes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mon prono s'ils gagnent? Oui. Mais le truc, c'est que c'est clair. Lens, j'ai dit match nul, ils ont gagné. Après, j'ai dit allez, viens, on continue avec Monaco. Match nul, ils ont gagné. À Saint-Etienne, j'ai dit ça va être dur. Match nul, ils ont gagné. Ça va être dur contre Lille. Match nul. Allez, les 3 points. Allez, OM Lille, ça sera demain après-midi à partir de 17h à vivre, bien sûr, en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim et de Jaco. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Merci Jacques. Merci les amis. Merci mon tout Karim. le monde. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Bon week-end. Allez l'OM. On se retrouve demain à partir de 16h30 pour l'avant-match. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Samedi 14 décembre à 17h, l'OM reçoit Lille. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.